Donc bienvenue, on va partager un moment de synthèse ensemble sur ce que l'on peut retenir des premiers jours de ce CES, et puis on va avec Lionel va partager avec vous quelques convictions sur ce salon, ces premiers jours. Donc rapidement se présenter, donc moi je m'appelle Mathieu Deboeuf-Rouchon, je suis ce qu'on appelle Advanced Solution Manager chez Altran au niveau de la transformation digitale. On porte l'offre au niveau du groupe de la Transfo pour architecturer des offres de solutions de transformation qui vont de la création de la voiture autonome pour Volkswagen, de l'attribution de fréquences radio sur le réseau blockchain Ethereum, sur voilà, tout ce qui va faire, qui va architecturer des verticales métiers ensemble pour que différents corps de métier se parlent et fassent des travails, développent des solutions de bout en bout. Voilà. Et moi, je suis Lionel Tardy, je suis consultant en stratégie digitale. Je vais essayer de faire moins long que Mathieu, même si parfois, sur certains sujets, je suis plus long. On s'est connus dans l'enseignement et moi, je continue à enseigner au pôle universitaire Léonard de Vinci et dans d'autres établissements d'enseignement supérieur. Alors, sur des stratégies digitales, sur du e-business et puis aussi sur des technologies de développement, notamment sur ce qui est tablette, smartphone, etc. Et on anime une chaîne YouTube qui s'appelle Digitalmen, qu'on vous invite bien entendu à suivre, à liker, à partager et surtout abonnez-vous. Voilà. La conférence est finie, on vous remercie. Sous vos applaudissements. Les cafés sont chauds. On va faire un petit tour de table. Non. Alors, on aime bien commencer souvent, parce que le CES, vous savez qu'il y a tous les jours, on vous invite d'ailleurs à le prendre, hein, c'est important, le CES Daily qui sort tous les jours, qui est imprimé, édité dans la nuit, et qui est disponible dans tous les kiosques que vous avez à l'entrée des différents halls. Donc prenez-le, parce qu'il y a souvent des bons récaps de ce qui s'est dit, des grandes annonces. Voilà, c'est un vrai pavé, et en tout cas, on vous invite à le prendre, il y en a un tous les jours qui sort. Et chaque jour, on aime bien sortir une citation par rapport à ça, et la citation du jour, elle vient de Gary Shapiro. Alors Gary Shapiro nous le dit en anglais, mais nous on va le dire en français, comme ça vous ne critiquerez pas mon accent lamentable, mais qu'aujourd'hui en fait toute société doit être une société technologique. C'est-à-dire qu'en fait une société, pour lui, en fait, si on traduit à notre façon, c'est que l'évolution de la technologie permet à n'importe quelle société de fabrication de produits ou de services d'intégrer ces technologies pour qu'elles rendent l'usage de ces produits et de ces services plus fluide, avec moins de friction pour l'utilisateur et donc pour une meilleure adoption. Et je cite toujours le grand maître qui est un de nos Jean Tirole, qui est un auteur très connu et surtout un économiste qui a eu un prix Nobel d'économie, voilà. On n'en a pas eu beaucoup, des prix Nobel, prix Nobel d'économie. Et qui dit que nous sommes rentrés dans une économie de l'attention, parce que toutes les technologies qui s'offrent à nous, que ce soit les technologies de la connaissance, que ce soit les technologies de la mise en relation, des services connectés, du e-commerce, se sont développées, ont développé nos sens, ont développé nos capacités à avoir de l'information à peu près quand on veut, où on veut, sauf que, comme nos grands-parents, comme nos arrière-grands-parents, nos journées n'ont toujours que 24 heures. Et ceux qui gagnent, c'est ceux qui arrivent à limiter les frictions et ceux qui peuvent nous satisfaire dans un minimum de temps avec un rapport efficience-prix ou effort très positif. On voit bien cette notion de temps qui est extrêmement présente, hein, quel que soit le secteur de la tech en général, il y a un sentiment d'urgence qui s'installe, et clairement celui-ci, il est aujourd'hui important, si bien qu'on n'a plus vraiment la perception de ce temps, et le sentiment de l'urgence est trop prégnant. Si on fait un petit récap assez rapide de ce qui s'est passé ces dernières années au CES, qui parmi vous fait son premier CES ici ? Grosse majorité, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui en ont fait plus de 4 ou 5 qui se sont suivis là récemment ? Donc, oui. Okay, c'est de la triche en même temps. Alors, d'ailleurs, ils n'ont plus d'ampoule, eux. Ils ont de la corne au pied maintenant. Vous voyez l'expérience. Alors, si on regarde 2016, en fait, 2016, on parlait encore véritablement d'objets qui se connectaient. On commençait à parler d'IoT, on parlait de mobile, d'applications mobiles, on commençait à parler d'immersion. Et d'IoT dans la maison. Et l'IoT, ça commençait par s'installer des petits boîtiers qu'on rajoutait. On avait plus de câbles et de boîtiers qu'on pouvait avoir de place finalement dans son appartement. Et rien ne marchait entre eux. Enfin, c'était pas interopérable. On voyait qu'effectivement, il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Et ce qui se passe depuis 3 ans aujourd'hui, bah, c'est l'intelligence artificielle, c'est les protocoles d'interopérabilité, c'est tout ce qui arrive. Et 2017, ça a été une vraie année charnière où on a vu arriver celui qui s'est appelé Voldemort, puisqu'il n'était pas présent et pourtant tout le monde parlait de lui. C'était Alexa. Alexa d'Amazon, où on s'aperçoit véritablement d'un seul coup qu'il y a une intelligence artificielle qui est en contact avec, enfin qui crée des interactions avec l'humain. Donc on retiendra de 2017 principalement cette capacité d'Alexa de commencer à être en contact direct avec le client.
2018, on commence à parler d'intégration, on commence à parler finalement d'écosystèmes globaux renforcés, donc notamment de la Smart City. Et donc ce qui est intéressant avec 2018, c'est cette percée de l'intelligence artificielle avec la revanche de Google, puisqu'ils ont trusté littéralement le CES, on en parlait 2019, c'est la revanche d'Alexa, puisque finalement ils viennent de bouffer Google dans l'usage véritablement profond et de l'adoption. Et la 5G qui a été une grosse verticale, beaucoup d'attentes sur 2018. 2019, la 5G, on va naturellement en parler, pas trop en Europe, parce que c'est les premiers déploiements, notamment sur la ville de Bordeaux en 2020. Mais on s'aperçoit très nettement que si on parle d'Alexa, de Google et qu'on revient aujourd'hui à parler de l'intelligence artificielle de manière totalement scale-up, c'est qu'on est en mesure aujourd'hui de dire ok, il y a le mouvement GAFAM Free d'un côté qui veut s'affranchir des GAFA, qui veut être indépendant par rapport à cette dominance de 5 à 10 sociétés sur la planète et la capacité très certainement en 2019 d'une intelligence artificielle de se déconnecter, de s'auto-porter et d'embarquer un peu comme le Linto que vous avez peut-être vu, une grosse partie des requêtes clés pour confirmer l'usage, le préserver tout en s'affranchissant des GAFA. Donc ça, c'est une tendance qui est relativement froide, mais qui certainement dans les années futures, particulièrement avec notre culture européenne et cette volonté de créer une troisième voie de l'Internet, j'avance parce que sinon Lionel il va dire que je parle trop, mais il y a très clairement quelque chose autour de l'intelligence artificielle et du privacy dont on parlera tout à l'heure. Donc est-ce qu'on parle d'IA autoportée? En tout cas, on peut en parler. Comment est-ce qu'on pourrait résumer le CES finalement si on en parlait aujourd'hui? Le CES, c'est un lieu, je vais faire beaucoup plus court, hein, franchement. C'est un lieu de convergence technologique. On prend toujours l'image des différentes révolutions industrielles qui ont d'abord fait émerger un certain nombre de technologies. L'électricité est arrivée, l'ampoule est arrivée. Et puis il a fallu quelques dizaines d'années, les historiens de l'industrie disent à peu près 40 ou 50 ans, pour que les différentes nouvelles technologies qui ont d'ailleurs suscité des pertes d'emplois. Quand la voiture est arrivée, bien sûr, les forgerons ont perdu beaucoup, les maréchaux ferrants ont perdu leurs emplois. Il a fallu attendre 40 ou 50 ans pour que de nouveaux services et de nouveaux produits soient la résultante de l'amalgame de ces technologies de rupture qui étaient arrivées lors des précédentes révolutions industrielles. Ce qui caractérise la révolution numérique, c'est que finalement, cette période est beaucoup plus courte, et c'est pour ça qu'elle génère de l'angoisse, c'est pour ça qu'elle génère de l'inquiétude, et cette anxiété d'ailleurs elle est traduite généralement sans faire de politique par certains hommes politiques ou par certains prophètes digitaux qui nous disent l'intelligence artificielle va vous retirer tous vos emplois, et bien pour ceux qui ne croient pas à ça, lisez Nicolas Bouzou et il vous fera probablement être convaincu du contraire, puisque finalement elle amène de nouveaux services et donc de nouvelles opportunités d'emploi, puisque ce sont des nouveaux services, puisque ça nous libère du temps. L'expérience utilisateur, elle est clé sur le CES. On voit bien que depuis 2 à 3 ans, on parle véritablement expérience d'un point de vue global, en suppression des irritants. On le voit sur 3 salons d'affilée qui se suivent, enfin 4 exactement. Le premier, c'est celui de marqueur de chaque début d'année, qui est le CES. Le deuxième, sur lequel on parle beaucoup d'usage dans le retail, c'est le NRF qui est à New York. Et ensuite, on poursuit sur le Mobile World Congress de Barcelone. Et là, on voit tous les usages de la mobilité, de la Smart City, tout commence à véritablement s'interconnecter. Et un autre salon qui est intéressant à analyser, que vous pourriez suivre, c'est celui de l'IFA de Berlin, puisqu'on voit souvent avec 2 ans de retard, si on regarde bien, des technologies un peu naissantes qu'on a là, et 2 ans après l'industrialisation sur ce qui va sortir au pied des sapins de Noël sur l'IFA. Et donc on voit bien qu'il y a quelque chose autour de l'expérience utilisateur aujourd'hui qui est parfaitement continue, la suppression des irritants, la fluidité, c'est quelque chose qui est capital. Et pour que ça fonctionne, pour que la technologie devienne presque invisible et qu'elle ne se ressente pas au quotidien, qu'il n'y ait pas de frein, naturellement les sous-jacents technologiques sont extrêmement forts et c'est ceux-là sur lesquels il faut véritablement avoir une veille. Le 5G, blockchain, l'intelligence artificielle et toutes ses composantes, la capacité processeur, on commence à parler de quantum de plus en plus, et puis bien entendu le cloud, les structures infra qui sont aujourd'hui extrêmement importantes. Particularité, c'est qu'on ne parle pas sur ce CES, et vous l'avez constaté, de dépenses énergétiques, et notamment d'empreinte carbone, alors que nous sommes l'un des secteurs les plus polluants qui ait jamais existé. Il y a aucun secteur là-dessus à proprement parler. Donc là, sur les prochaines années, il y aura un véritable enjeu de greenification et d'état d'esprit écologique, au bon sens du terme, j'entends. Pour que tout ça soit invisible, naturellement, il faut accepter que le web soit diffus, que la connexion soit totalement diffuse. Et la promesse de tout ça, c'est la 5G. En tout cas, c'est ce que, dans les cas d'usage que l'on essaye de dessiner, c'est ce qui se précise. Et on espère donc très naturellement que la technologie, à terme, ne sera véritablement plus visible. Et c'est là qu'elle sera bonne, en tout cas. La création de valeur et de sens, c'est ce qu'on retiendra de 2018. La valeur qu'apporte la techno et le sens dans lequel on l'utilise. Et puis, bien entendu, les gros mots de cette année, c'est en partie la résilience.
Alors qu'est-ce qu'on peut retenir de ces premiers jours? Parce que le CES a débuté mardi officiellement, dimanche, lundi c'était les grandes annonces, les journées médias, le CES Unveil, donc il se passe beaucoup de choses avant le CES. Comment est-ce qu'on pourrait retenir? La première, c'est notamment beaucoup de 5G. Là on parlait de sous-jacent il y a quelques secondes. Les annonces que Qualcomm a faites, a commencé par son nouveau Snapdragon où il promet d'avoir à peu près une trentaine de devices ou un peu plus qui seront équipés dès 2019 de ce processeur compatible 5G. On sait déjà qu'au niveau de la 5G, Verizon a commencé à déployer aux États-Unis depuis octobre, AT&T a commencé à déployer depuis décembre. Alors bon, nous c'est en 2020. On sait qu'il déploie sur des porteuses 4G puisque ce n'est pas encore toutes les normes 5G, puisque la 5G est un ensemble de normes qui va donner la possibilité de fournir un ensemble de services, notamment le service qui aura pour but de connecter des milliards de petits devices qui seront essentiellement des objets connectés. Donc toutes ces normes ne sont pas encore établies, certaines sont établies, et les Américains de Verizon et d'AT&T ont commencé à déployer une 5G non-standalone, c'est-à-dire non autonome, et qui est basée sur la 4G. Et Qualcomm a présenté son Snapdragon et on devrait voir, puisqu'on n'en a pas vu visiblement ici, on devrait voir probablement dès le Mobile World Congress, dans 2 mois, les premiers terminaux qui soient compatibles 5G aux États-Unis. Donc la 5G, c'est véritablement une grosse promesse. Ça va être un fil rouge sur 2019, parce que les premiers cas d'usage des pays qui vont l'implanter vont être intéressants. Et c'est surtout la capacité de l'IoT en général de s'affranchir de la dépendance de la connexion. Donc la dépendance de la connexion au smartphone. Parce qu'aujourd'hui, si vous regardez bien tous les IoT que vous avez chez vous sont dépendants de ça. Donc à partir du moment où déjà votre Wi-Fi est d'une qualité relativement variable et que votre iPhone ou téléphone X ou Y est saturé d'utilisation et donc naturellement la capacité processeur ou d'un moment RAM et tout ce qui va avec, on voit bien que la dépendance, aujourd'hui le pivot et la pierre angulaire, c'est ça. Donc le but de la 5G sur l'IoT, c'est de recréer des verticales et d'être en mesure justement d'affranchir l'IoT de la dépendance à l'iPhone. Enfin à l'iPhone ou si à l'iPhone, point. J'ai pas de problème avec Android, mais bon, faut quand même... Alors, beaucoup d'annonces aujourd'hui aussi sur la VR et l'AR dans les premiers jours du CES, avec notamment cette annonce autour du 6 Degrees of Freedom. Donc on va avoir une technologie en réalité augmentée de plus en plus immersive. On n'est plus seulement en train de bouger par rapport à soi, on bouge et en même temps on est dans un environnement. Donc pour tous ceux qui ont regardé de la captation volumique, de l'impression 4D, il y a énormément de choses dessus et on voit bien, on a je crois une vidéo qui est derrière pour vous montrer à quoi ça pourrait ressembler. On est véritablement dans un environnement parfaitement immersif, donc on s'équipe de brassards et puis on est en mesure d'interagir avec son environnement sur différents secteurs. Il faut imaginer que par le passé, on avait simplement les 3 axes et que maintenant, si on n'était pas avant bloqué à l'intérieur d'une sphère, et que nous, on était immobile à l'intérieur de cette sphère, maintenant, on peut bouger à l'intérieur de cette sphère. C'est pour ça qu'on appelle ça 6 degrees, c'est-à-dire qu'on a 6 directions. On a à la fois la largeur, la hauteur et la longueur, mais on a aussi toute la rotation à l'intérieur et le déplacement à l'intérieur de la sphère qui se fait par les contacts des brassards dans l'environnement. Cette vidéo de Fink, alors eux, ils sont sous-traitants, notamment pour l'Oculus, et puis on peut, si vous avez remarqué aussi, Google a sorti son propre système 6 axes qui s'appelle le Daydream. Donc on a énormément de choses autour de la réalité augmentée. On verra peut-être 1 ou 2 applications dans la médecine particulièrement, puisque là encore il y a des sujets qui sont extrêmement larges. Et la réalité augmentée est passée at scale cette année. On est véritablement passé dans des dimensions industrialisées. Donc que ce soit au niveau de l'information, enfin de la formation, au niveau des RH, au niveau de la médecine, au niveau du gaming, il y a tous les secteurs. Aujourd'hui on utilise la réalité augmentée ou virtuelle. En tout cas, c'est de l'immersif. On ne peut pas vous parler non plus dans les grandes annonces qui ont été faites de beaucoup d'annonces autour du vocal et de l'intégration. Donc vocal, notamment avec Hience, et cette intégration naturelle de l'ensemble des intelligences artificielles, qu'elles soient de Google, qu'elles soient d'Alexa ou autres, in-app directement, donc dans les TD. Donc comme vous pouvez le voir avec Samsung, qui a été assez rapide à faire ce type d'intégration, la guerre des intelligences artificielles, de ce point de vue-là, elle est finie. Elle est finie, j'entends par là que quand vous avez Google et Alexa qui se faisaient de l'acquisition sur du B2B2C, on s'aperçoit finalement qu'aujourd'hui, par défaut, l'ensemble du secteur industriel est agnostique. Donc ils intègrent built-in directement l'ensemble des technologies qui les intéressent, pour avoir une expérience qui soit la plus fine sur leurs produits. Et à charge de Google, à charge d'Amazon ou autres, de faire leur acquisition client au travers des plateformes. Donc on voit bien qu'il y a une déperdition de ce côté-là. Et puis l'intégration, il y a aussi Legrand, dont je crois qu'on doit avoir quelque chose autour de ça.
Les écrans, cher à Lionel au niveau de l'automobile, toujours plus grands, toujours plus fins. Oui, c'est là, vous avez peut-être reconnu, pour ceux qui ont été déjà sur le LVCC, c'est la deuxième année que Byton est là. Il y a 3 ans, il y avait une société qui s'appelait Faraday Future qui avait trusté tous les panneaux et qui avait une promesse qui était relativement similaire puisque c'était un SUV tout électrique. Et puis la vedette lui a été volée l'année dernière par Byton qui revient avec une promesse de commercialisation courant 2019. Ce qui est très intéressant, alors d'abord le designer est français, donc Cocorico, mais ensuite l'équipementier qui a travaillé sur l'intérieur, il a travaillé dans un domaine qui montre maintenant les perspectives qu'ont les différents fabricants, notamment d'écrans, de cette vision que le déplacement du futur aura. Là, on a un écran qui fait à peu près 1,20 m de large. Les gens de chez Byton prétendent que c'est beaucoup plus facile d'utiliser cet écran que d'utiliser finalement le petit écran tactile que l'on a actuellement dans nos véhicules. Et l'équipementier qui a équipé ce prototype, c'est Faurecia. Ils ont imaginé un certain nombre de nouveautés relativement simple finalement à dire, mais peut-être très compliqué à imaginer techniquement, c'est qu'une fois que vous serez dans votre véhicule, vous pourrez faire pivoter les sièges de 10 degrés et que finalement, avec votre champ de vision, vous pourrez dialoguer avec l'ensemble des passagers du véhicule dans un confort qui propulse votre environnement personnel jusqu'à votre véhicule de déplacement. Un des signes qui est très caractéristique, c'est que la marque Audi a signé avec Disney. Et si Audi signe avec Disney, si les professionnels du déplacement signent avec les professionnels de l'entertainment, c'est que finalement, l'expérience dans quelques années, quand on sera arrivé avec légalement l'autorisation de circuler avec des voitures autonomes de niveau 5, eh bien on aura tout un déploiement d'interfaces et d'occupations qui pourront se faire au cœur même du véhicule. Je vous propose d'aller voir, je ne sais pas s'ils exposent, je ne crois pas, mais on peut aller le trouver sur le web, ce qu'a proposé Volvo, notamment sur un modèle qui est carrément une voiture qui se transforme en voiture-lit. Et le concept, c'est que puisqu'elle est complètement autonome, vous allez pouvoir faire un Paris-Marseille tranquille, vous partez le soir de chez vous et vous arrivez le lendemain matin sur le Vieux-Port, vous avez dormi dans votre voiture, vous avez même la machine à café. Ça, c'est un projet qui a été présenté à la mi-2018 par Volvo. Donc l'extension de votre salon, l'extension du domicile privé, des sphères privées dans la voiture, ça fait 3 ans que ça commence à être véritablement dans le cœur des messages de tous les constructeurs qui sont présents. Ça commence à se matérialiser parce qu'on sort progressivement des concept cars. On ne peut pas ne pas vous parler non plus de la capacité processeur qui se renforce. On parle beaucoup d'informatique quantique, de toutes les capacités de calcul qui se démultiplient, du RTX au niveau des cartes graphiques. Donc on voit bien ces problématiques de définition toujours plus fines, toujours plus de réalisme. Et là, si on regarde un petit peu le RTX au niveau des différentes structures, on va pouvoir avoir des voilà, ça se lance, des définitions qui sont aujourd'hui gérées en temps réel avec des réflexions de matière, notamment quand vous allez potentiellement avoir de l'eau qui se réfléchit pour les gamers qui est par terre avec une réflexion extrêmement fine, des choses qui n'étaient pas possibles il y a encore quelques mois, et c'est Nvidia notamment qui a inauguré la tendance, surtout avec des prix qui sont extrêmement compétitifs. Donc on voit bien, et on parlera certainement d'un projet tout à l'heure où les capteurs qui sont utilisés dans les voitures sont de moins en moins chers. Là aujourd'hui, les technologies sont tellement matures qu'elles sont accessibles. Et donc elles se démocratisent beaucoup plus facilement. Et donc c'est là que le champ des possibles devient complètement dingue. Des réflexions comme ça, temps réel, dans des jeux vidéo, c'était quasiment impossible il y a encore un an. Malgré tout ce qu'on pouvait faire en termes d'optimisation. Donc il y a un véritable champ aujourd'hui qui est fort. Alors bien entendu, je ne peux pas ne pas vous parler, parce qu'on n'en parle pas trop finalement sur CES, paradoxalement, du privacy. Oui, alors on n'en parle pas trop, et pourtant Apple, qui n'est pas présent au CES, et c'est sa coutume, a réussi à hacker le CES, puisque tout le monde connaît, peut-être que vous en avez entendu parler, quand vous avez quitté vos conjoints ou vos conjointes, on vous a dit tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Eh bien, c'est pour ça qu'il y a des caméras dans vos chambres. Voilà. Et donc Apple a trouvé, avec sa verve habituelle et son sens du marketing, tout ce qui se passe dans votre iPhone reste dans votre iPhone. Et allez voir sur le apple.com/privacy, vous verrez que, comme le disait très bien Tim Cook en essayant de faire le coup de pied de l'âne à ses voisins que sont Facebook et Google, c'est que nous, je parle entre guillemets pour Tim Cook, nous on n'exploite pas vos données. Pour information, ouais. Quand vous avez un iPhone, il y a à peu près 6 mégas de données par jour qui partent chez Google. Mais ça, c'est parce que votre iPhone, probablement, il est géolocalisé, que vous utilisez la Google Maps, etc., et que vous utilisez des tas de logiciels qui, en fait, utilisent aussi la Google Maps. Mais malgré tout, vos données personnelles, elles restent dans vos iPhones. Ça a été d'ailleurs des polémiques entre la NSA et Apple il y a 2 ans.
très européen, cette problématique. Même si globalement aujourd'hui, des sociétés comme Facebook, au plus haut niveau de Facebook, on dit le privacy c'est super, le RGPD c'est une super bonne idée, on va le faire chez nous, c'est génial, etc. La réalité c'est que de toute façon il n'y avait pas le choix parce que le gros marché de ces GAFA, il est européen, par la masse de la population qui l'utilise. Et les différents analystes du marché ont tous eu le même constat, c'est qu'après le RGPD, finalement, même aux États-Unis, ce n'est pas une problématique américaine, enfin du consommateur américain que de se soucier de l'utilisation de ces données. Donc c'est une problématique européenne qui en même temps se positionne parfaitement à l'intersection d'un web qui est dominé à la fois par la zone Asie et par la zone américaine. Et donc on est véritablement en train de créer une troisième voie de l'Internet, peut-être plus cadrée, peut-être plus dans un cadre, peut-être mieux régulée, et tous ces éléments sont encore à maturité. Mais c'est une domination de ce point de vue-là régalienne que nous avons. Alors, on en vient quand même au cœur du sujet, même si on parlait du CES depuis tout à l'heure, notre vision du CES. On s'est retrouvé à devoir en se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on pourrait apporter une vision synthétique que tout le monde comprendrait? Et on s'est dit, on est dans le pays quand même du burger et donc du gras. Je pense que vous avez tous constaté que vous mangerez beaucoup moins cette semaine et que pour autant vous prendrez peut-être quelques kilos. Notre vision du CES, finalement, on pourrait la partager ensemble comme si c'était un burger. Donc ça se trouve c'est la seule chose que vous allez retenir de ce que l'on va dire toute la soirée, mais bon ce sera ça et on en sera heureux. Voilà. Mais au moins c'est très facile, vous allez trouver ça très simple. Alors en fait on s'est dit finalement il y a deux éléments fondamentaux qui sont clés. Complètement transverses. La première c'est, d'ailleurs tout le monde sort ses appareils, comme quoi finalement ça fonctionne. L'intelligence artificielle c'est véritablement la clé. Aujourd'hui l'intelligence algorithmique elle est excessivement prégnante. Et donc naturellement on a besoin pour véhiculer ces informations, pour transformer et faire véhiculer cette donnée, on a besoin de la connexion et du réseau. Et on rajoute toutes les couches qui vont permettre de matérialiser cette expérience utilisateur. Alors on est bien d'accord que ici l'intelligence artificielle, si on a choisi le hamburger, il faut aussi que ça soit bon. Donc s'il faut que ça soit bon, ça veut dire qu'il faut que vous n'en ayez pas peur, il faut qu'il n'y ait pas de crainte, il faut qu'elle soit résiliente, etc. Donc ça, c'est vrai que les petites pépites de sésame qui sont dessus nous disent que l'intelligence artificielle aujourd'hui ne doit pas simplement être entre les mains des GAFAM. Et c'est pour ça que le projet SNIPS, tu parlais du projet Linto, oui. Le projet SNIPS est un projet très intéressant en association avec notamment NXP, qui est un fournisseur de microprocesseurs et qui produit une intelligence artificielle conversationnelle complètement dédiée aux industriels qui vont pouvoir l'adapter aux usages du produit qu'ils fabriquent et uniquement aux produits qu'ils fabriquent, ce qui fait que la conversation s'établit entre l'utilisateur et le produit, mais il n'y a personne derrière qui vient récupérer les données d'usage parce que l'intelligence artificielle est localisée dans le produit. Et c'est vrai qu'on peut imaginer que la smart home, puisqu'on l'observe déjà dès aujourd'hui, traduit beaucoup de ces données intelligente pour pouvoir vous fournir un service plus fluide. Tous les wearables que vous pouvez porter, eux aussi font partie de l'empilement de données, oui. Mais surtout la grosse couche, c'est en fait la couche automotive. C'est qu'elle a besoin de réseau et elle a besoin d'intelligence artificielle pour fonctionner. On verra tout à l'heure avec Cambridge Consultant comment les intelligences artificielles peuvent encore un peu plus aider les voitures autonomes à se repérer dans le brouillard. Et on parlera demain, d'ailleurs, parce qu'on sera plus centré sur l'automotive, des nouveaux réseaux cellulaires voiture à voiture. Les V2X. Et puis sinon, on a évidemment la santé connectée. Vous l'avez observé, aujourd'hui on va en parler beaucoup, on a vu pas mal de cas d'usage. On a une santé connectée qui devient beaucoup plus présente parce que finalement on a été initié par un certain nombre de devices. Qui n'a pas eu un petit Fitbit qui l'a laissé mourir ou vieillir dans son tiroir, mais en tout cas on s'était mis à compter le nombre de pas, avec notre montre on s'est mis à regarder nos fréquences cardiaques, etc. etc. Et bien la santé c'est un énorme marché et on en a pu le constater sur le centre, notamment le centre d'expo au premier étage, que ce marché était en pleine expansion et qu'il était véritablement porteur de beaucoup de promesses et de beaucoup de chiffres d'affaires pour les sociétés qui se focalisé dedans. Une petite anecdote, depuis quelques années, Philips, vous connaissez tous cette marque d'électroménager, fait 1/3 de son chiffre d'affaires dans la santé connectée et 2/3 de ses bénéfices.
Les investissements de Google ces dernières années sont quasi exclusivement centrés sur la santé. Ceux de Facebook sont beaucoup basés sur les neurosciences. Le dernier moonshot de Google, de Facebook, c'est la transmission de pensée, la capacité de mettre à jour son statut Facebook par la pensée. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer autour du médical. Et Reed Hastings, que vous connaissez très certainement, qui est le patron de qui ? Netflix, Reed Hastings, le patron de Netflix, disait en conférence de mémoire, c'était au South By l'année dernière ou il y a 2 ans, que globalement son business était en perpétuelle évolution et que s'il fallait investir dans l'industrie pharmaceutique pour faire du divertissement, qu'il le ferait avec des gélules en fonction de la couleur pour avoir X ou Y divertissement. On imagine bien que derrière tout ça, en fait, il y a des logiques qui sont totalement différentes. Mais la santé, on voit bien que c'est cœur, c'est véritablement cœur. Tous les clients avec qui on travaille, que ce soit du Novartis, soit du Sanofi ou autres, ont tous effectivement des problématiques autour de la santé et de la connexion. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est notamment qu'au niveau de la connexion, enfin de la santé, pardon, les sous-jacents sont extrêmement porteurs, nécessaires. La captation de données, elle se faisait au travers d'un objet à l'époque. Elle se faisait parce que vous mesuriez, vous transmettiez les informations dans cet objet. Cet objet, il est venu sur vous directement, au travers d'un bracelet, au travers d'un objet connecté. Maintenant, il est directement dans le textile, dans les vêtements. Et puis donc, on capte tout simplement cette donnée, puis on arrive à la transmettre. L'intelligence qu'il va y avoir derrière, elle est capitale. Donc, parmi les premiers sous-jacents, on a un que tu voulais nous présenter, Valencel. Je vais laisser un peu tourner la vidéo. Valencel fait partie de ces sociétés qui fabriquent des capteurs biométriques et donc qui sont spécialisées dans toute la captation d'informations à destination de la santé. Ils travaillent notamment avec des entreprises qui, par le biais d'écouteurs intra-auriculaires, vont pouvoir capter un ensemble de données physiologiques très importantes. Pourquoi ? Parce que, un peu comme le coude, la zone de l'oreille est une zone particulièrement fine et très sensible et qui permet à un capteur très pertinent d'aller chercher énormément d'informations physiologiques. C'est un peu plus difficile sur le poignet et malgré tout, pourtant, la montre, ça marche plutôt pas si mal, mais là, on a des capteurs qui sont très pertinents. Et d'ailleurs, sur le stand de Valencel, on avait toutes les entreprises qui étaient représentées sur les différents capteurs avec lesquels qu'ils fournissent, et on en avait beaucoup qui étaient basés sur des capteurs intra-auriculaires. Ils sont tout à fait spécialistes là-dedans, même s'ils sont aussi dans les montres. Donc on voit bien que la nécessité de captation d'informations est quasiment éradiquée aujourd'hui. On les capteurs, et vous pouvez aller voir sur un site qui s'appelle Dangerous Things, qui vend des capteurs sous-cutanés. Et notamment aujourd'hui, on arrive à avoir des puces RFID qui sont pliables dans les phalanges. C'est-à-dire qu'il y a une intégration possible même dans le corps humain, un paramétrage qui va bien au-delà de la complexité chirurgicale qu'on imagine. Ça se fait juste avec un tatoueur. Donc en fait, on voit bien que progressivement, toute cette captation de données, elle peut se faire, ou cette émission peut se faire aussi directement par le corps. Donc il y a plein de sous-jacents là-dedans. Et puis certains qui pourraient nous dire, oui, mais ça c'est de la science-fiction. Je ne citerai que quelqu'un qui a fondé Doctissimo, qui s'appelle Laurent Alexandre, et qui nous a toujours dit dans ses conférences, même si on ne partage pas toujours ses propos, notamment un petit peu pessimiste sur l'avenir de l'homme via l'intelligence artificielle, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des progrès techniques dans le médical, même si ça nous paraissait fou, notamment, par exemple, on l'a tous vécu, enfin pas tous forcément, hein, les premières transplantations cardiaques, eh bien l'homme a toujours adhéré parce qu'il a toujours essayé de vivre plus longtemps. Et il termine souvent ses conférences en disant « la personne qui vivra 120 ans est déjà dans cette salle ». En fonction, c'est pas possible des fois, mais effectivement c'est possible potentiellement. Par exemple sur la réalité augmentée, il y a des choses qui nous paraissent complètement dingues. C'est un des projets sur lesquels on avait bossé chez Altran. C'était la capacité avec une IRM du foie d'être en mesure de la projeter dans un casque de réalité virtuelle avec donc juste une visière, et que le chirurgien qui est en train d'opérer le patient sur le foie, l'IRM vient se positionner sur le foie qu'il a devant lui. Et si jamais le foie bouge pour une raison X ou Y, parce qu'on est en train de faire une intervention chirurgicale dessus, l'IRM se repositionne directement. Donc on voit bien que dans la réalité augmentée, capacité processeur, captation de données, tous ces éléments sont extrêmement aujourd'hui forts. Et c'est une technologie qui est opérationnelle. Donc on a juste un petit problématique une fois que le foie a eu 2 ou 3 ablations, d'être en mesure de repositionner convenablement l'IRM. Mais il y a beaucoup de choses sur ce sujet, notamment au niveau de la réalité aussi augmentée. Je voulais vous montrer un projet de Cambridge Consultant au niveau de l'intelligence artificielle qui s'appelle DeepRay. C'est un projet que vous pouvez voir qui est exposé sur... alors Cambridge Consultant donc, appartient à Altran.
C'est notre fer de lance PhD, recherche et développement, ils craquent des solutions qui sont absolument dingues. Et ils sont sur le SANS, donc directement en plein milieu, et ils présentent DeepRay. Alors DeepRay, c'est en fait cette problématique d'intelligence artificielle qui devrait mieux voir que l'homme à terme, puisque vous avez l'intelligence artificielle qui est dans ce masque, hein, ce sont des capteurs des caméras, et qui voit au travers d'un filtre qui a été positionné différentes images. Et le but, c'est que Ray soit en mesure de recorriger l'image qui est totalement déformée. Alors là, vous voyez, c'est assez intéressant déjà à voir au niveau d'un jeu de puissance 4, mais regardez les chiffres tels qu'ils sont là. Le capteur, imaginez la caméra de voiture qui est pas en mesure tout simplement de voir ce qui se passe au travers de la brume, au travers de la pluie parce qu'elle est sale ou autre. Grâce à cette technologie, elle sera en mesure de voir ce que même l'homme des fois ne pourrait pas voir lui-même parce qu'il y aurait en plus des capteurs qui seront encore plus puissants. Donc DeepRay qui est présenté sur le stand, on vous invite à le voir parce que ça au niveau de l'automotive dont on parlera demain, c'est capital. Et puis ce qui se passe bien entendu aujourd'hui au travers de l'intelligence, c'est qu'elle apprend en plus d'elle-même. Donc on voit bien que ça c'est très intéressant. DeepRay. L'autre, bien entendu, c'était ForwardX qu'on voulait vous présenter, parce qu'en travers de l'intelligence artificielle, naturellement, on doit en parler, et ça équipe une valise. Donc vous avez le use case dans la grosse vidéo, et ce que voit véritablement la caméra, c'est ça. Donc cette valise est en mesure de faire le distinguo dans son environnement, si elle voit des hommes, des objets, des animaux, et donc naturellement de vous suivre à la trace. Donc vous avez potentiellement vu, pour ceux qui étaient l'année dernière, la valise qui suivait le téléphone du gars qui se barrait, et le mec lui courait après, et puis elle allait encore plus vite. Donc là, en tout cas, celle-ci, elle est super efficiente. On a véritablement, moi, je pense que je vais faire un pré-order tout de suite, mais globalement, c'est super. Et là, ça fonctionne. Alors, n'allez pas sur les drones pour acheter des trucs, parce que globalement, vous allez regretter dès que vous allez sortir de la boutique. Mais ça, en tout cas, c'est super utile. Ce qui est intéressant, c'est que cette technologie, on en discutait avec Lionel en préparant la conf, elle s'adapte parfaitement sur d'autres choses type chariot de golf, chariot de personnes à mobilité réduite, transports divers et variés pour de la manutention. Et donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement que c'est pas une valise à proprement parler qui a été conçue. ForwardX est une société américano-chinoise et qui a développé uniquement la techno. Donc eux, ils vendent que l'IA qui est dedans. Et ensuite, à charge à l'intégrateur de pouvoir le positionner autre part. Donc ça, c'était une valise très intéressante à voir. ForwardX, et la valise s'appelle Ovis. Elle est par un bracelet. En fait, on a un bracelet et elle suit le bracelet. Et en fonction de la distance, il peut y avoir une alerte. Donc ça vibre si jamais la valise est trop loin, parce qu'elle est peut-être coincée. Et on reprend le manuel directement avec la poignée. Donc dès qu'on retouche la poignée. Il y a de la place pour les affaires, elle est creuse. Elle est vraiment creuse. Donc c'est assez bluffant. Voilà. Mais je crois qu'elle est chère en fait. Tout dépend de ce que l'on met dedans, bien entendu, après. Mais au quotidien, c'est quand même la classe. Vous avouerez que si vous êtes à l'aéroport comme ça, il y a un petit French Charming qui est là, quoi. Alors, le cœur aussi du focus qu'on voulait faire ce soir, c'était sur la santé. C'est un des gros domaines, bien entendu, sur lequel il y a beaucoup de choses qui sont présentes. Et on voulait commencer à vous parler déjà des choses qu'il faut retenir sur la santé. Première chose, c'est qu'on est sur un nouveau pilotage de sa santé. On ne voit plus la santé dans le rapport sachant médecin vers le patient. On est véritablement dans une vision de collaboration. Parce qu'on a plus d'informations, qu'on a aussi plus de monitoring de soi-même. Donc on voit bien de toute façon que tous ces capteurs que l'on met nous permettent de nous piloter la santé. Parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont une montre connectée? Levez la main. D'accord. Qui n'a pas de montre connectée? Ça ira plus vite. D'accord. Ok. Bon, alors il va tous falloir changer rapidement, d'accord? Vous allez tous vous pucer. Mais oui, effectivement, mais tous ceux qui ont des montres connectées peuvent plus s'en passer souvent parce que finalement on se monitor soi-même, on se challenge soi-même. Il y a une partie de gamification qui est importante. Et le pilotage, les nouvelles modalités de suivi qu'on va avoir avec ces médecins, la télémédecine qui commence à être officialisée depuis le début de l'année avec le remboursement de consultations à distance, tous ces éléments de toute façon sont porteurs avec le cahier de santé numérique dont on nous bassine depuis quelques années mais qui enfin commence à se mettre en place. Il y a énormément de choses qui vont se passer là-dedans. Et donc une nouvelle relation entre le patient et le sachant, on est de plus en plus dans cette vision de ok, le diagnostic on va le faire ensemble, parce que moi aussi j'ai des datas. Les nouveaux territoires d'expression, c'est la gestion des problématiques cardiaques, beaucoup de choses autour du diabète, énormément sur ce CES, et puis la gestion des maladies chroniques. On voit bien qu'on pilote sa santé au quotidien en collaboration avec le médecin. Et là, toi tu as eu un petit coup de cœur sur le T2 Home.
Alors là, c'est typique. Moi, je fais toujours beaucoup d'alertes, beaucoup de warnings sur la santé, parce que c'est vrai que depuis l'arrivée de Wikipédia, et puis Doctissimo, etc., on a beaucoup d'automédication. Et là, l'idée, c'est quand même de pouvoir avoir des séries de capteurs qui sont assez pertinents, mais qui, malgré tout, mettent le médecin au centre de la consultation. C'est-à-dire que vous faites une consultation à distance, vous avez le programme qui est un programme de relation entre le médecin et l'appareil de captation. Et comme on le voit ici, les différents embouts vont permettre d'aller chercher un certain nombre d'informations et le diagnostic n'est pas fait par vous, les données ne sont pas faites par vous, elles sont directement traduites et faites par le médecin. Et ça fait partie d'une nouvelle phase de la santé. Alors on pourrait imaginer que les compagnies d'assurance, que les caisses d'assurance maladie se plongent dedans parce que c'est de vraies économies en termes de déplacement. C'est beaucoup plus rassurant. C'est beaucoup mieux pour quelqu'un qui a une maladie chronique parce que c'est sécurisant d'avoir un appareil qui soit sur place en capacité de faire remonter de la donnée et qui puisse véritablement être analysé par un médecin quasiment en live. Le côté de la télémédecine de ce point de vue-là, enfin, le champ des possibles absolument dingue est souvent encore inexploité, mais même dans l'usage. Souvent, on a beaucoup de patients qui même refusent de faire une consultation à distance. Alors que la réalité, c'est que les symptômes, quand ils sont clairement identifiés, le bénéfice du doute doit toujours dominer. Donc, on ira toujours voir son médecin s'il y a un problème. Mais globalement, ça, il faut s'équiper rapidement. Alors, au niveau des lunettes, il y a aussi beaucoup de choses. Et ce projet sur lequel tu souhaitais également parler. Alors ça, c'est pareil. Là, c'est un projet qui est encore en développement, puisque c'est une start-up qui est incubée, vous l'avez peut-être croisé, au cœur de la French Tech, mais ça montre bien comment, aujourd'hui, tous les accessoires que l'on va pouvoir avoir sont des accessoires qui peuvent être à la fois discrets, parce que finalement, la monture est relativement discrète, et qui seront chargés de fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on quitte l'objet pour rentrer dans une société d'objets plus services. Et là, le service, évidemment, c'est un service qui va se baser sur des capteurs qui vont tester l'inclinaison de la tête, qui vont tester la température, qui vont tester le clignotement des yeux, et qui, en analysant ces quelques paramètres, vont vous donner une alerte. Alors là, l'alerte, elle se fait sur le smartphone, donc c'est encore pas forcément très friendly, mais l'alerte pourrait se faire avec un retour haptique ou pourrait peut-être directement se faire par des envois de SMS à vos meilleurs amis qui vous diraient « Arrête de conduire, le café le plus proche, il est à telle distance, il faut que tu commences à t'arrêter, la pause s'impose. » Quelle transition. Mais effectivement, ça c'est de la résilience, typiquement. On est sur les technos de résilience. Alors, Yvonne, ça c'est un projet qu'on a trouvé très intéressant aussi. Ça fait plusieurs années qu'ils sont dans le secteur de la chaussure, à proprement parler, et notamment de la chaussure de sécurité, historiquement. Chaussures de sécurité pour travailleurs isolés. Alors chaussures de sécurité parce que c'est une filiale du groupe ERAM, donc la chaussure ils connaissent, et les travailleurs isolés. Oui, on a vu une vidéo, mais finalement on n'a pas la vidéo, c'est pas grave. Donc ils sont basés à Angers, la capitale de l'objet connecté en France. Mondiale. Et ils se sont posé la question, alors pourquoi Yvonne? Nous on avait extrapolé des tas de choses, notamment pour ceux qui étaient présents ce matin, mais finalement je crois que c'était le nom de la mère d'un des fondateurs de la société, qui s'appelait Yvonne, donc elle qui était un petit peu âgée, puisque c'est un prénom un petit peu plus daté. Et il s'est interrogé, il s'est dit, bon, puisqu'on fait des chaussures connectées qui doivent prévenir de la chute d'un agent isolé, un agent EDF qui vient réparer le pylône à côté de chez vous après un violent coup de vent, puisque l'on fait ça, pourquoi ne pas adapter ça aux seniors avec une chaussure qui va aller relativement plus loin? Alors la promesse, elle est plutôt complète et plutôt très pertinente. Alors 1, je détecte la chute. 2, je suis équipé d'une puce GPS, mais comme le GPS n'est déclenché que quand je tombe, j'ai finalement une puce GPS qui va consommer relativement peu d'énergie et qui sera rechargée qu'une fois par mois. Une fois que j'ai détecté la chute, à ce moment-là, j'envoie par le réseau LoRa, qui est un réseau pour objets connectés, un LP WAN. J'envoie par le réseau LoRa une alerte, alors ça peut être à mon médecin, ça peut être à un proche, etc. Cette alerte se transforme en SMS avec les coordonnées évidemment précises en géolocalisation. Et quand la personne a été prévenue, j'ai un retour haptique dans la chaussure qui me prévient que finalement la personne que j'ai décidé de prévenir en cas de chute a bien reçu mon message et donc me sécurise. Et si je suis par terre, j'ai qu'à attendre quelques minutes, oui.
Effectivement, mais là dans les chaussures... Alors, la plus-value pour nous, c'est que toute la problématique, quand on a un système, c'est que le système soit adopté par la personne. Alors, c'est bien de mettre un bracelet. Toi, tu vas travailler sur la prochaine slide sur justement des détections de chute dans des univers fermés et des détections non invasives. Le bracelet, il faut le mettre. Il faut le recharger. J'ai pas encore vu beaucoup de bracelets LoRa. C'est-à-dire de bracelets qui sont complètement autonomes. C'est-à-dire qu'ils sont capables, même s'ils ne sont pas sur une bande Wi-Fi, même s'ils ne sont pas reliés à un téléphone, qui sont capables d'envoyer un message. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Et puis comme justement, ils sont filiales d'un groupe de chaussures, ils ont fait des produits, toute une gamme de produits qui sont friendly. Donc la personne, c'est pas un produit moche, c'est pas un produit contraignant à mettre. Je sors chercher mon pain, je mets ma paire de chaussures. Tout à fait sans aucun problème, puisque de toute façon, je dois mettre une paire de chaussures. Par contre, je peux oublier mon bracelet. Beaucoup de patients qui sont suivis ont une tendance assez facile, notamment sur des pathologies qui sont liées à une dégénérescence au niveau de l'activité neuronale, et d'arracher en fait tout ce qui peut être arraché. Donc en fait les bracelets, typiquement mettre des caméras, il y a de l'intrusion dans la vie privée qui est forte. Et ça aujourd'hui, même si effectivement souvent en tant qu'enfant on a envie de se rassurer sur les parents ou les grands-parents ou les arrière-grands-parents, naturellement il y a beaucoup de choses qui sont invasives. Et une des technologies sur lesquelles qu'on a implanté dans notre concept, qui est une concept qui permet en fait au travers d'une box et d'une télécommande de piloter sans aucun frein ou aucune réticence technologique tout simplement son environnement. Parce que souvent le device principal des personnes qui sont en EHPAD aujourd'hui ou des seniors qui sont arrivés à des stades où ils ont besoin de pouvoir être suivis quotidiennement, c'est la télé et la télécommande. Mais quand on arrive à ne pas bouger ces éléments et à contrôler son environnement, à recevoir des messages de ses proches, etc. au travers de la télé, juste avec une télécommande qui est simple avec 4 à 5 boutons, en fait on redéfinit une expérience d'usage qui est extrêmement simple, on recrée du lien de manière très facile. Il y a une entreprise qui a fait un concept assez similaire qui s'appelle Sunday, qui est sur le RECA, je vous invite à visiter. Et une des technologies que nous on a implantées à l'intérieur pour pouvoir contrôler les chutes, notamment en EHPAD, puisque c'est des problématiques qui sont assez récurrentes, c'est l'utilisation de Mint. Alors Mint en fait c'est des capteurs qu'on positionne dans la chambre qui sont relativement non visibles, en fait non invasifs, c'est pas des caméras. Et la seule chose que va avoir Mint en réalité, c'est des couleurs et des formes. Et il va pouvoir détecter avec un taux de faux positifs qui est extrêmement faible, pour pas dire quasiment inexistant, parce qu'il y a une intelligence derrière qui est assez complexe, de détecter des chutes et de prévenir les personnes, le personnel médical directement sur place pour qu'ils interviennent. Et donc c'est vrai que une des remontées principales qui a été faite, c'était gestion des clés dans les EHPAD, des gestions des faux positifs liés aux chutes. Au bout d'un moment, effectivement, à chaque fois qu'on implantait des détecteurs de chute, il y avait des faux positifs trop importants. Et donc en fait, cette technologie, elle est sur le CES, là il le présente, c'est très intéressant. Donc allez-y, parce que là aussi ça respecte la vie privée. Donc ça, il y a beaucoup moins de freins à pouvoir l'implanter qu'une caméra qu'on pourrait utiliser. On avait inversé les slides. Alors, beaucoup de choses aussi au niveau du diabète. Il y a beaucoup, alors Diabeloop, sur lequel, qu'on connaît bien parce qu'on a beaucoup travaillé dessus. Là, la deuxième version qui sont en train de sortir, c'est spécialement pour les enfants. Et vous avez aussi ce coffre qui s'appelle l'Efina, qui est incubé par la Poste et qui se propose de préserver vos doses d'insuline convenablement. Le produit est intéressant parce que l'idée est venue du créateur de cette start-up qui est incubée par la Poste, c'est qu'il avait un parent qui s'est retrouvé avec une problématique d'insuline qui avait été mise dans un frigo, sa dose avait été mise dans un frigo trop froid. Il était parti en week-end et puis à l'hôtel, le frigo était trop froid. Et donc il a fallu courir après le médecin, la pharmacie, etc. pour pouvoir se reprocurer le médicament. Donc là, l'idée, elle est relativement simple. C'est d'avoir un coffre qui est en fait réfrigéré, température stabilisée, fonctionnant certes sur le secteur, mais également sur batterie, donc se prémunissant de toute coupure de courant, et avec une ouverture qui est complètement sécurisée, puisque c'est une ouverture magnétique. Donc vous avez la garantie, avec ce type de produit, que votre dosage d'insuline, et puis on en a, je crois, pour une semaine en termes de volume, que l'on va pouvoir stocker. Il s'adresse aussi à des gens qui veulent stocker ce type de médicaments dans des bureaux, qui n'ont pas envie d'utiliser le réfrigérateur de l'étage qui est utilisé pour mettre les boissons fraîches. Donc ça, c'est quelque chose qui respecte encore une fois la vie privée, mais surtout qui rassure le patient pour la stabilité et
la résilience que va avoir cette machine. Pour imaginer le dispositif médical avec le suivi du docteur qui voit le nombre de doses qui sont utilisées, et puis même en colonie de vacances, hein, pour les animateurs, la capacité des parents à déclencher l'ouverture à distance quand c'est nécessaire de la boîte pour éviter que les animateurs puissent se tromper dans le dosage. Donc on peut effectivement, il y a beaucoup de cas d'usage, c'est sur batterie, c'est très résistant. Ils sont en train de développer le tube avec une dose pour 24 heures. Donc 24 heures d'autonomie de réfrigération entre 2 et 8 degrés directement dans un petit tube. Donc c'est super. Ils sont vraiment dans un cas d'usage qui est de bout en bout bien tracé. Alors, beaucoup de choses autour des scanners. Alors scanner le Butterfly qui effectivement est un scanner indépendant. Alors, il y a eu l'année dernière un scandale sur, une présentation, c'était sur le Mobile World Congress si je ne me trompe pas, c'était Honda, une présentation d'un scanner similaire au travers d'un petit boîtier. On pouvait soi-même faire sa propre échographie. Et a priori il y avait des sujets, un sujet autour d'une homologation par la FDA. Donc là ce Butterfly est un scanner qui vous permet en fait d'aller tout simplement procéder vous-même à votre propre échographie quand vous allez en avoir besoin. Donc que ce soit pour regarder votre cœur, que ce soit pour regarder par exemple vos poumons ou autres. Et donc on va être sur une technologie qu'on peut imaginer pour vous-même en termes de suivi médical aussi en collaboration avec votre médecin. Donc tous les actes qui pourraient être contraignants de déplacement pour aller vérifier qu'effectivement vous n'avez pas par exemple une pneumonie, ça se voit assez facilement dans les radios, naturellement vous pourriez vous faire vous-même cette manipulation et envoyer ou le faire en direct avec votre médecin. Donc là il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes. Ils ont sur les cas d'usage cardiaque, ils ont sur les poumons, ils ont 18 use cases qui sont réalisables avec cette technologie qui est accessible donc directement avec l'iPhone. On va aussi avoir la même chose sur notamment qui s'appelle BabyScan. Et donc quand vous avez besoin de faire votre échographie pour votre bébé, alors ça peut avoir un côté rassurant si vous le faites vous-même. Ça peut être aussi dans le cadre d'une grossesse qui peut être compliquée, d'avoir un suivi plus régulier avec votre échographe et donc naturellement de pouvoir le faire à distance avec lui, avec moins de contraintes en termes de déplacement et plus de fluidité dans des conditions physiques qui peuvent être souvent un peu difficiles en termes de mouvement, de déplacement ou autre. Donc là, beaucoup de choses. Et puis, alors, ce qui est intéressant, c'est aussi la traçabilité qui est directement dans l'iPad. On pourrait imaginer qu'il y ait un suivi médical avant même que vous soyez né à terme et que toutes ces informations soient blockchainisées à vie. On pourrait imaginer un suivi. Et si après vous tracez ça avec Brain Dynamics qu'on avait vu sur Viva, qui a l'imagerie la plus médicale, la plus fine au monde. Alors, ils ne sont pas présents sur ce CES, mais essayez de voir, ça s'appelle Brain Dynamics et ils blockchainisent l'ensemble de leurs IRM qui sont les plus fines du monde. Et c'est absolument sensationnel. On continue sur le médical avec l'équiné. Vous avez cette genouillère. Alors c'est vrai que quand vous avez des problématiques de genoux, souvent le kiné, vous vous faites soigner 1 à 2 fois par semaine pendant 1 ou 2 mois. Et à chaque fois, alors tout va bien. Est-ce que vous avez fait du sport? Est-ce que vous sentez encore les douleurs, etc. Cette genouillère permet à votre kiné d'aller suivre en fait votre activité quotidienne et donc tout simplement de vérifier que vous êtes en phase de récupération voilà, pour vos genoux. En tout cas, c'est dédié aux genoux. Et cette genouillère permet tout simplement d'avoir un vrai suivi dans le long terme. Donc, vous avez une personnalisation de l'acte tout simplement médical qui est opéré. Voilà, ça s'appelle TED Orthopedics. C'est français et c'est sur l'Eureka, si je ne me trompe pas. Alors ensuite, sur les wearables et la Smart Home, il y avait un projet assez intéressant, Widex. Alors ce projet... Peut-être que dans votre entourage ou certaines personnes proches utilisent des appareillages auditifs et c'est un système qui est toujours très complexe parce que la mise au point, l'évolution de l'environnement dans lequel vous vous trouvez, l'évolution même de votre audition donne du fil à retordre en fait aux professionnels de santé et même à l'utilisateur lui-même. Il n'est jamais vraiment sûr que son appareil est tout à fait bien réglé. Il y a plusieurs sociétés, on a sélectionné celle-là, mais il y a plusieurs sociétés qui se sont inscrites dans la capacité de faire une adaptation dynamique du réglage de l'appareil auditif en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes. Un environnement qui peut être un environnement extérieur avec des jolis petits oiseaux comme on a vu au début, ou un environnement bruyant quand vous venez prendre un verre entre amis à la sortie du bureau. Ou les restaurants de Las Vegas. Ou les restaurants de Las Vegas, là c'est pire. Mais en tout cas, là la promesse, elle est de dire, voilà, l'appareil auditif sera toujours optimisé en fonction des situations.
On voit bien la dépendance encore à l'iPhone hein, de ce point de vue-là, mais si on se projette un petit peu plus loin, on imagine potentiellement que dans l'ensemble des open space que nous connaissons, avec ces contraintes de gestion de la vie professionnelle de chacun, de ses objectifs, de ses conf calls, etc., le fait de pouvoir avoir ses propres écouteurs qui régulent en fonction du bruit extérieur tout simplement l'ouverture et la fermeture du son entrant, il y a aussi de ce point de vue-là beaucoup de choses, beaucoup de territoires à explorer. Concept absolument passionnant, mix résilience, wearables, objets connectés, on est sur Zero Mass Water. Et Zero Mass Water se promet de récupérer via les évolutions de température et notamment la rosée du matin, même dans une zone où vous n'avez pas de pluie, la différence de température entre la nuit et le jour produit une rosée naturelle le matin, et par ces capteurs et un petit peu d'énergie solaire, vous avez environ une dizaine de litres d'eau qui sont récupérés et qui sont parfaitement consommables. Ce n'est pas évidemment de l'eau pour prendre la douche, c'est vraiment de l'eau pour boire avec un système de purification qui va récupérer donc cette rosée du matin. Donc là, résilience également, et ça c'est très intéressant en termes de perspective sur les manques d'eau aujourd'hui sur la planète. On terminera sur l'écosystème Somfy. Moi je suis resté dans le médical, je re-switch. Sur la création d'un écosystème. Ce qui est intéressant, c'est que Somfy revient de loin par rapport à l'image qu'on pouvait en avoir il y a encore 5 ans. Disons que ça fait quelques années que nous venons ici, et on va régulièrement les voir, parce qu'ils sont régulièrement présents. Vous connaissez tous les publicités Somfy avec le chien qui est sur la terrasse et puis le soleil qui apparaît et donc les rideaux qui descendent légèrement pour que votre chien reste à l'ombre. Ils ont racheté un certain nombre d'entreprises, notamment MyFox il y a 3 ans, qui était une entreprise qui faisait des caméras, qui faisait des détections d'ouverture de portes, etc. Et puis on leur posait toujours la même question, on leur dit mais c'est très bien d'avoir vos appareils, mais moi je suis équipé de lampes Philips qui changent de couleur, une autre personne est équipée d'une caméra Axis pour faire de la surveillance de son portail d'entrée, bref, etc. Est-ce que vous êtes en capacité de développer un véritable écosystème? Alors, pourquoi on les a sélectionnés dans cette présentation aujourd'hui? C'est qu'ils ont, eux, depuis 3 ans, développé un véritable écosystème. Alors, ils n'ont pas vraiment développé cette interopérabilité universelle, mais en fait, ils ont intégré les différents protocoles des différentes marques et des différents produits pour lesquels ils sont compatibles. Et quand on regarde un petit peu les différentes marques qui sont ici, vous avez à la fois du Sonos, du son avec du multiroom, vous avez du Velux que nous Français connaissons bien, vous avez du Hue de Philips, en fait vous avez toute une série, puis vous avez du Legrand qui a fait parler de lui avec son interrupteur Alexa et le rachat de Netatmo. Bref, ils sont complètement transverses et ils sont capables aujourd'hui d'installer non plus simplement leur borne qu'ils appellent Taoma, mais qui est une petite borne de plus qui prend la poussière chez vous, mais ils sont capables d'installer directement dans votre tableau électrique des modules qui interprètent les différents protocoles avec des petites antennes. Alors c'est évidemment un professionnel qui l'installe et qui va permettre d'interopérer tous les éléments qui sont des éléments dits de smart home. Enfin, la smart home, vous pourrez aller tranquillement, entre guillemets, chez Leroy Merlin, acheter, ou chez à la FNAC, si c'est Sonos, vous pourrez acheter un produit qui sera dans cette large gamme de compatibilité avec le système centralisé de Somfy. Sonos, les agents d'interopérabilité, c'est excessivement important, hein, IFTTT, etc. On voit bien que la création d'un écosystème, la notion de plateforme, elle est prédominante sur beaucoup d'acteurs, à l'image de Toyota, si je ne me trompe pas, ou Honda, Toyota, qui a présenté sa plateforme de développement de voitures autonomes et qui a dit voilà, elle est pour la communauté, chacun peut travailler dessus. Donc on voit bien que les notions, hein, c'est une grosse tendance de fond de co-création, co-pétition entre acteurs du marché qui sont en réalité compétiteurs et quelque chose qui est de plus en plus fort. On en parlera demain sur le protocole notamment Cellular V2X. Et puis c'est tout simplement ce qu'on appelle régulièrement l'open innovation. Il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui dans certains secteurs d'activité, notamment dans l'automobile initié par Tesla, qui sont dans l'open innovation parce que les personnes qui viennent de l'informatique ont l'habitude de travailler dans l'open source. Maintenant, c'est vrai que chacun, dans certains secteurs d'activité, ont l'habitude de protéger leur écosystème ou leur modèle économique par des brevets. D'autres disent on laisse ça en open innovation parce qu'en open innovation, on avance beaucoup plus vite puisque les autres reprennent ce que l'on a trouvé, vont plus loin et réciproquement. C'est le cas éventuellement que l'on peut observer avec Somfy. Tiens.
C'est d'ailleurs c'est ce qu'on appelait le X by Design, dont certains qui étaient au petit déjeuner qu'on a fait sur Paris ont pu le télécharger dans le dernier rapport des tendances 2019 que j'ai écrit chez Altran, et que pour ceux qui ne l'ont pas, on vous enverra le lien pour pouvoir le télécharger avec ces grosses tendances, notamment cette création d'écosystèmes concurrentiels. On terminera par Royol. Alors Royol, vous en avez entendu parler forcément parce que c'est les écrans pliables. Ils ne sont pas nouveaux. C'est-à-dire qu'on aime bien regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé. Mais Royol, leurs premiers travaux de recherche d'écrans pliables efficaces, roulables, ça date tout simplement de 2014. Donc ça fait 5 ans qu'ils sont dessus. Ça fait 5 ans qu'il y a des travaux de recherche qui ont abouti. Et ça fait maintenant quelques jours, quelques mois qu'ils nous ont montré cet écran pliable à l'image du passant. Donc ça, c'est celui de 2014. Et le résultat final, c'est tout simplement celui-ci avec le FlexPay qui est un mix téléphone-tablette qui est véritablement pliable. Ça peut ou pas être utilisé, adopté en fonction d'eux. Je vous rappelle qu'il y a moins de 15 ans, 20 ans, on pensait tous que l'iPhone c'était de la science-fiction. La réalité c'est qu'aujourd'hui on ne pourrait plus s'en passer. Et que le téléphone, il y a encore 40 ans, on pensait même qu'on pouvait téléphoner dans la rue, était complètement quelque chose de dingue. La réalité c'est que dès que ces usages sont adoptés, parce que les cas d'usage sont profonds et suppriment l'ensemble des irritants au quotidien liés à la consommation et à l'usage, naturellement il y a une adoption. La projection de tout ça, c'est la capacité aussi de transformer totalement l'affichage. Donc quand vous êtes, on a des amis de la RATP, mais toutes ces problématiques d'affichage, de display, de real-time bidding qu'on va avoir sur des écrans qui pourraient être modulaires, qui pourraient être totalement pliables, flexibles, on peut imaginer qu'effectivement on switch de modèle en termes de régie publicitaire. Il y a énormément de choses, les textiles vont être impactés là-dessus. Pour imaginer des textiles qui changent de couleur, donc qui peuvent être portés assez facilement et qui changent de couleur en fonction potentiellement de votre rythme cardiaque, qui pourrait prédire potentiellement le fait que vous allez avoir une attaque. Et donc il y a plein de cas d'usage derrière tout ça qui sont intéressants à explorer. Et effectivement les écrans pliables, incurvés, c'est des choses dont on parle depuis des années. En tout cas là il y a un cas d'usage qui est assez intéressant. Allez le tester, le FlexPay, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez fun. Voilà pour ce récap qu'on a essayé concis, synthétique, avec des vidéos, etc. Mais on sait que vous avez tous une grosse journée dans les pattes, on en est parfaitement conscient. Donc ce qu'on vous propose, c'est de passer aux questions-réponses pour ceux qui en ont. Demain, on vous parlera de mobilité, beaucoup, et de Smart City, de résilience, encore une fois, puisqu'il y en a énormément. Et puis comme on aime bien les selfies, on va en faire un petit quand même avec vous, et puis on va tout simplement le poster, puis on va vous le partager au travers de la communauté. Faites un gros sourire s'il vous plaît, d'accord? C'est fun, hein, on est heureux. Voilà. Lionel, tu es où? Tac. Allez, souriez tous. Super, merci beaucoup, très bonne soirée et reposez-vous bien.